Nous pouvons commencer. Donc, voilà, encore une fois, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Rebecca Thyssen, je travaille au CNCD 11-11-11 et je suis chargée de recherche en justice climatique et développement durable. Pour ceux qui ne connaissent pas le CNCD 11-11-11, c'est la coupole des organisations engagées pour la solidarité internationale ici en Belgique francophone. Nous regroupons quasiment 90 membres aujourd'hui et nous avons 3 missions principales. La première est de sensibiliser, donc via des campagnes de sensibilisation, via différents outils de communication sur les enjeux de coopération internationale et de solidarité internationale. Ensuite, nous avons une mission qui est d'interpeller nos représentants politiques, ici en Belgique, mais aussi parfois au niveau européen, encore une fois pour les éveiller et les faire agir sur ces enjeux de solidarité internationale. Dans mon cas, c'est donc pour la justice climatique principalement que je fais ce plaidoyer politique. Et enfin, nous avons une mission qui est très importante, qui est de soutenir nos différents partenaires aux 4 coins du monde, notamment via l'opération 11-11-11 que vous connaissez peut-être. Voilà pour les présentations. Donc, peut-être rapidement vous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, cet événement est le 4e webinaire d'une série qu'on a baptisée une série Sud. Il y avait 2 principales raisons à l'organisation de ce type d'événement. La première, c'est que voilà, on est dans un contexte très particulier aujourd'hui. Il y a une pandémie qui frappe l'ensemble de la planète. Et pourtant, et c'est tout à fait humain, on a tendance à se concentrer principalement sur notre réalité. C'est tout à fait normal, mais on se rend compte aussi que cette pandémie est un phénomène global qui nécessite aussi d'ouvrir ses yeux et d'aller prendre connaissance de différents contextes et d'autres réalités. Et en tant qu'organisation engagée dans la solidarité internationale, c'est très important pour le CNCD 11-11-11 d'aller à la rencontre de nos partenaires et d'échanger leur point de vue et leurs préoccupations face à ces situations tout à fait exceptionnelles. Donc ça, c'était la première ambition de cet événement. Et ensuite, peut-être un temps plus de réflexion, parce que si on sait bien sûr que la pandémie est à l'heure actuelle la priorité principale et absolue de tous les gouvernements, la priorité actuelle, c'est bien sûr de sauver des vies, d'aider les personnes qui sont en première ligne et de contenir au maximum ce virus. Mais on sait également que malgré ça, il y a d'autres urgences qui persistent et qui persisteront après la pandémie, qui sont bien sûr la crise environnementale et la crise climatique. Contre ces 2 dernières, il n'y a malheureusement pas de vaccin à l'heure actuelle. Et donc, on s'est dit aussi qu'il était important de réfléchir déjà à comment mettre ces crises toujours haut à l'agenda après cette pandémie et comment avoir une réflexion globale sur la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité avec nos partenaires. Donc voilà pour un peu l'introduction et pourquoi nous avons organisé cet événement. Donc la discussion se déroulera en 2 parties. La première sera plutôt une mise en contexte. Donc nos partenaires nous expliqueront quelle est la situation actuelle en République démocratique du Congo, du point de vue de la pandémie d'une part, mais aussi face au changement climatique, pour avoir un peu tous la même base de connaissances. Et ensuite, comme je le disais tout de suite, on partira plus sur une partie de réflexion et de réfléchir ensemble à comment reconstruire mieux et différemment suite à cette pandémie, qui constitue quand même une opportunité de changement, en tout cas nous le pensons. Alors, je passe tout de suite au cœur du sujet. Je vais vous présenter nos intervenants, que je remercie encore une fois chaleureusement d'être là aujourd'hui. Donc, tout d'abord Jean-Marie Nkanda, qui est coordinateur national du réseau des ressources naturelles RRN-RDC. Bonjour. Le réseau des ressources naturelles est une plateforme d'organisation non gouvernementale de la société civile congolaise qui travaille principalement sur les droits de l'environnement et des droits humains et qui se consacre à une gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles en RDC. Si je ne me trompe pas, le RRN compte 256 organisations membres réparties dans les 11 provinces du pays. Et donc, depuis sa création, le RRN-RDC s'est assigné l'objectif général de promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, de la nature, et d'accroître leur contribution au développement économique, social et culturel de la République démocratique du Congo et des communautés locales et des peuples autochtones. Cela étant, tout en préservant bien sûr les écosystèmes et la biodiversité au profit des générations futures. Donc, je pense que vous aurez du coup énormément à nous apprendre sur le sujet d'aujourd'hui. Merci d'être là encore une fois. Et ensuite, notre deuxième intervenant est Jonas, excusez-moi si je prononce mal votre nom, Thiombela Kabiena, qui est également coordinateur national, mais cette fois-ci de la nouvelle société civile congolaise, NSCC, et qui est expert en gouvernance démocratique et électorale, journaliste et militant des droits de l'homme. Bonjour. La NSCC est une des plateformes de la société civile en République démocratique du Congo, qui est composée de 800 organisations membres qui œuvrent dans les différents secteurs de la vie nationale.
La NSCC est représentée dans l'ensemble du pays, dans les 26 provinces. Alors, leurs domaines d'intervention sont entre autres, ils sont très multiples, mais je vais juste en citer quelques-uns. La gouvernance démocratique et électorale, l'état de droit et la bonne gouvernance, les droits de l'homme et l'accès à la justice, les droits de la femme et des jeunes, promotion des droits civils et politiques, la justice sociale, économique, etc., etc. Voilà pour la présentation. Je pense également que vous aurez un apport très intéressant et très utile à nous apporter sur les différentes questions que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, je vais donc plonger directement dans le cœur du sujet. On va commencer donc par la première partie pour faire un peu un bilan contextuel de la situation actuelle en République démocratique du Congo. Et donc, je voudrais vous demander de peut-être d'abord faire un retour sur le contexte politique actuellement au Congo pour que tout le monde soit bien sur la même page. Jonas, peut-être en premier? Voilà, on vous entend. Voilà, nous allons laisser partager quelques idées que nous avons sur le contexte. Puis, en fait, normalement, on exposait ce petit prévention et lutte contre Covid en RDC. Donc, cet exposé aura trois petits subpoints. Le contexte politique, premier point. Deuxième point, je vais parler de la situation actuelle. Troisième point, quelques mesures qui ont été prises par le gouvernement. Quatrième, l'impact. Cinquième, la contribution de la NSCC, nouvelle société civile, contre la propagation. Sixième point, la reconstruction. Puis mon collègue Jean-Marie, qui est en ligne, pourra me compléter sur les aspects environnementaux et du changement climatique, les incidences sur ce qui arrive en ce moment. En ce qui concerne le point contexte, comme vous le savez tous, depuis le 30 décembre 2018, année RDC, nous avons vécu un événement, une alternance qui n'était pas assez très attendue après une période très difficile où il y avait la résistance à l'organisation des élections, il y avait un problème du troisième mandat du président sortant qui était un problème. Donc, les organisations, la communauté nationale, nous sommes mis ensemble pour faire pression à cette alternance. Du reste, cette alternance devient notre problème parce que le président de la République n'aura pas la majorité au Parlement, ni encore moins au Sénat, ni sur l'ensemble des assemblées provinciales à travers la République. Donc, il sera contraint à habiter avec ceux qui ont eu la petite majorité, donc les forces proches du président sortant. Ce qui fait que cette cohabitation, depuis maintenant presque 2 ans, c'est une cohabitation qui est difficile, j'allais dire même presque hypocrite, ou minée par les contradictions dans la gestion et des conflits d'intérêts politiques se gênant les uns les autres sur la compréhension même du programme du gouvernement, les contradictions qu'on a vues entre les différents ministres, les différentes institutions se remettant en question les uns les autres. Mais nous sommes là. Ça, c'est le problème. Actuellement, il y a l'absence d'un consensus sur l'avenir du processus électoral qui devient un autre petit problème, un autre petit souci, parce que les uns pensant qu'il faut qu'on puisse réformer la loi électorale, la loi qui organise la Commission électorale nationale indépendante. Donc, il y a des divisions actuellement au pays ici, et les débats vont dans tous les sens. Donc, un consensus n'est pas encore trouvé sur ce point, sur le processus électoral à venir. Donc, il y en a qui veulent désigner dans le contexte passé et d'autres qui pensent qu'il faut réformer puis penser à la désignation. Donc, nous sommes à ce sujet-là. Au niveau de l'état de droit, il y a tentative de remettre en question l'indépendance de la magistrature avec les propositions de loi qui sont actuellement proposées par l'ancien président du Parlement, M. Aubert Minato. Et ça pose encore des soucis de débat dans notre pays actuellement, ce qui fait que, et c'est dans ce contexte-là où la maladie est avec nous, et dans ce contexte où aussi il y a ces problèmes qui se posent sur le magistrat du pays. Donc, le ministère de la Justice tente de mettre
la magistrature sous sa solution. Donc, c'est un débat encore qui est ouvert ici au pays. Problématique de la lutte contre la corruption, l'impunité est encore du chemin à faire dans notre pays. Vous savez, le dernier procès sur le programme de 100 jours et à quoi on est arrivé. Est-ce que c'est ça qui fait peur aux anciens dirigeants de proposer une telle loi? Ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Donc, il y a le problème de la sécurité, la prolifération de groupes armés à l'Est et l'insécurité qui continue, et ainsi que certaines violences qui continuent à secouer notre pays sur cette partie de l'Est de la République. Et qui reste, il y a, voilà un peu cet environnement-là. Au-delà de cet environnement-là, vous verrez encore, il y a Ebola, qui est une autre pandémie qui s'est déclarée. Nous croyons qu'Ebola était déjà parti, il se déclare encore. Et là, nous sommes, nous, au Congo, en train de faire face à des pandémies. Il y a l'épidémie d'Ebola et puis il y a la pandémie de coronavirus, donc, qui est tout un sujet encore dans une économie presque fragile, avec un système sanitaire fragile. Voilà, c'est cet environnement-là où le peuple congolais, ses dirigeants, sont en train de faire face à toute cette situation pour quand même que la paix revienne et que puisse bien gérer le pays. C'est un tableau succinct parce qu'on a moins de temps. Voilà, sur le plan politique, ce que je peux vous dire sur l'environnement du pays. Deuxième point, je vous ai promis que j'allais parler sur la situation actuelle du COVID-19 en RDC. Depuis le 30 mars à ce jour, la situation épidémiologique au 20 juin, donc j'ai pris les statistiques du 20 juin, indique ceci, que tout le cumul des cas confirmés, c'est 5 826 cas. Et les cas qui sont encore sous surveillance, 4 855. Des personnes guéries, 841 personnes, des décès, 130 personnes. Ce sont les statistiques du 20 juin 2020. 12 provinces sont touchées par cette pandémie. La province de Kinshasa à lui seul a 5 198 cas. Et la province de Congo central, 270 cas. Le Haut-Katanga, 172 cas. Le Sud Kivu, 108 cas. Le Nord Kivu, 65 cas. Le Kwilu, 3 cas. Chopo, 3 cas. Ituri, 2 cas. Équateur, 1 cas. Congo, 1 cas. Olomami, 1 cas. Et enfin, Okuwele, 1 cas. Donc, 12 provinces de notre pays sont touchées par cette pandémie qui secoue notre pays. Au troisième point, je disais, je voudrais parler de mesures prises par le gouvernement. Face à cette situation, le gouvernement a pris quand même un certain nombre de mesures. Lorsque la maladie s'est déclarée, du coup, le chef de l'État s'est prononcé par un message et interdisant tout le rassemblement, réunions, célébrations de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors de l'aire de foyer. La fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national, c'est là depuis le 19 mars 2020. Pour une durée, à l'époque, c'était de 4 semaines, mais au fur et à mesure que nous progressons, que l'état d'urgence est aussi déclaré, chaque fois il est renouvelé, il y a ces mesures aussi qui se renouvellent. La suspension de tous les cultes pour une période, à l'époque, pour une période de 4 semaines, mais c'est renouvelé. Les cultes, les églises ne peuvent plus prier, sont actuellement dans une situation de suspension. La suspension des activités sportives dans le stade, autres liés de regroupement sportifs jusqu'à nouvel ordre. Les mesures de sécurité sanitaire ont été prises dans nos aéroports internationaux et nationaux. Lorsque vous arrivez au départ, à l'époque, les frontières étaient encore ouvertes. Plus tard, les frontières seront fermées à tout le pays à haut risque. Donc, les passagers, le gouvernement a imposé à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage de mains, prélèvement de température et tout ce monde de nous connaissons.
le gouvernement a imposé une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspecte à l'issue du test de température pour un examen approfondi. Le gouvernement a doté nos postes maritimes, fluviales, lacustres et terrestres nationaux d'un dispositif de surveillance. Ce sont des mesures qui sont prises par le gouvernement. Il a soumis systématiquement toute personne en partance de Kinshasa, la capitale. Donc, il faut dire que Kinshasa aussi a été isolé des autres provinces, parce que c'était l'épicentre. Kinshasa a été isolé des autres provinces. Donc, toute personne en partance de Kinshasa étaient soumis au contrôle. Et là, à un moment donné, c'était des personnes qui passaient. À un autre moment, c'était l'isolement des Kinshasa et même des personnes. Il n'y avait que les marchandises qui pouvaient circuler entre ces provinces. Parmi ces mesures, il y avait aussi interdiction jusqu'à nouvel ordre des bars, des cafés, des restaurants. L'organisation même des deuils est interdite et domicile. Et depuis mortels seront conduites directement, sont conduites actuellement directement de la morgue jusqu'au lieu de l'inhumation. Sont des mesures qui sont restées en place. Et aussi, la prise en charge, le gouvernement a pris des mesures, la prise en charge offerte du gouvernement de tous les tests, tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Jusqu'à nouvel ordre, si les vols en provenance des pays à haut risque ont été interdits, tous les voyages des officiels ont été reportés. Sur le plan économique, dans une lettre du ministre des Finances le 13 avril 2020, la suspension de durée durant la période de 3 mois de la perception de la TVA sur le produit de vente des produits de première nécessité. Donc, la TVA a été suspendue et le contrôle fiscal a aussi été suspendu. Et une cellule de riposte contre le Covid a été mise en place. Je crois que le pays, en ce moment-là, se recherchait. Une cellule a été créée de riposte qui fonctionne actuellement sous l'autorité du président de la République et conduite par le docteur Mouyembe, qui en est le chef qui le rend compte. Et un fonds a été créé pour concourir à cette solidarité-là contre cette Covid-19, donc depuis le 6 mars. Voilà les quelques mesures qui ont été prises par le gouvernement. Je vous ai fait l'économie, c'est plein des choses on peut aller dans le détail. S'il y a des questions, on pourra tout l'expliciter. Le quatrième point, mais j'ai promis qu'on va parler de l'impact. Vous voyez, les mesures sont prises, mais il y a de l'impact. Et si je veux le faire un peu en désordre, c'est sur le plan économique, social, mais je vous énumère quand même quelques impacts que j'ai pu prélever pour échanger avec vous. Nous, au niveau des organisations que nous sommes, nous avons été sensiblement touchés, perturbés même. Toutes nos activités de terrain ont été perturbées, les horaires de service perturbés, certaines mesures ont été prises au niveau de nos bureaux pour que nous ne puissions pas plus avoir les contacts unis, la liberté de circuler très facilement. Un dispositif de travail adapté à l'environnement a été mis en place, mais avec nos moyens qui sont assez aussi très limités. Donc, nous nous sommes quand même organisés pour que l'activité de notre plateforme et ces différents projets qui mettent sur le terrain continuent à fonctionner. Ce sont des activités qui sont adaptées à l'environnement que nous sommes actuellement. Donc, ça a l'impact sur notre travail. Maintenant, nous étions obligés de nous adapter à ces nouveaux environnements. Le système économique lui-même est paralysé. Les marchés sont fermés, vous comprendrez que l'activité économique est au ralenti, j'allais dire même presque nulle, parce que les gens ne peuvent plus aller là-bas. Vous imaginez la suite que feraient les gens qui vivent du secteur informel. Ces gens-là sont dans une situation de précarité extrêmement préoccupante et qui nécessite quand même un regard particulier. Les personnes à faible mobilité sont extrêmement exposées. Les personnes handicapées sont extrêmement exposées parce qu'ils ne savent pas bouger facilement et même s'ils restent sur place, comment les nourrir, ça c'est toute une grande question aussi. L'immobilité là et le confinement qui a entraîné tout cela a encore d'autres conséquences dans notre société. Lorsqu'on reste au même endroit plusieurs jours, il y a risque d'obésité,
de diabète, d'hypertension, ce qui peut entraîner une probabilité de déclencher des crises cardiovasculaires. Donc, nous sommes exposés à cette situation-là aussi, sur le plan sanitaire. Il y a aussi, avec cette maladie, une tentative d'oubli d'autres maladies. Tentative d'oubli d'autres maladies, telles que le paludisme, la rougeole, le typhoïde et bien d'autres maladies, qui touchent parfois plus que le Covid-19. Il y a cette tentative d'oubli de ces maladies qu'il ne faut pas oublier. Voilà pourquoi d'ailleurs je le relève ici. Il y a l'augmentation du taux de chômage suite à perte d'emploi de certaines personnes qui étaient dans des emplois presque précaires, mais là, ils ont perdu totalement à cause de fermeture des lieux où ils travaillaient. Donc, il y a un taux très élevé. Déjà, il y avait un taux élevé. Maintenant, il est depuis plusieurs fois très élevé. Il y a l'avenir de la jeunesse qui est hypothéqué à cause de l'interruption brutale de leur formation sur le plan scolaire, professionnel et universitaire. Donc, il y a un souci permanent. Maintenant, là, on ne sait pas, vont-ils reprendre les cours ou comment, dans quelles conditions? Toutes ces questions ont de l'impact sur les familles. Il y a aussi, parce que les gens sont confinés chez eux, il y a l'augmentation du taux de violence domestique. Le taux de violence domestique qui augmente, ça peut être lié, soit s'il n'y a pas le moyen financier, la tension augmente dans le foyer, il ne peut pas sortir facilement, donc il y a ce taux de violence domestique qui semble revenir en force et qu'il faut aussi regarder. Il y a un risque très élevé de grossesse non désirée à cause de cette situation. Certains foyers sont même brisés à cause suite à l'absence de revenus, des sources de revenus qui sont maintenant devenues un problème. Alors, quelle est la contribution, nous, comme organisation de la société civile? Ça, c'est le 5e point, l'avant-dernier. Quelle est la contribution que nous, au niveau de la nouvelle société civile congolaise, bien sûr, avec d'autres collègues, d'autres plateformes de la société civile du pays, chacun qui déploie ses efforts. Nous, au niveau de la nouvelle société civile, nous sommes axés plus sur le plaidoyer. Nous avons fait pression sur le président de la République par 2 lettres. Nous l'avons écrit 2 fois et chaque fois, nous avons eu la réponse positive. Nous avions demandé l'isolement de la ville de Kinshasa, ce que nous avions obtenu. Nous avions demandé, au-delà de quelques mesures qui ont été prises, il fallait qu'on puisse passer au port des masques. Nous avons obtenu cela aussi avec les autorités provinciales ici. Par ces 2 lettres, nous avions fait ce plaidoyer-là et envoyé directement ces lettres aux autorités locales. Nous avons pu obtenir ces résultats. Et nous continuons, ça c'était d'une part, d'autre part, nous continuons de penser à la sensibilisation sur les mesures de prévention, les gestes barrières, les mesures d'hygiène. Et c'est là que nous venons de faire un atelier la semaine passée sur toutes ces questions, parce qu'il faut penser que nous ne serons pas dans la situation indéfiniment. Après Covid, quel comportement nous serons? Nous venons de développer un atelier, là, des outils qui peuvent nous permettre de sensibiliser dans nos langues locales la communauté. Parce qu'il y a une certaine résistance ici, des gens qui ne croient pas que la maladie existe, c'est la maladie des Blancs, c'est la maladie qui résiste au réchauffement, des choses comme nous sommes dans un pays tropical. Donc, il y a toute cette croyance et comportement-là qui nécessite quand même une forte sensibilisation. Et nous avons fait 2 jours de réflexion. Nous travaillons maintenant et la semaine prochaine, nous comptons lancer une campagne sur toutes ces questions pour que nous puissions prendre au sérieux et rester prudents parce que la maladie, elle est là, même s'il y a des gens qui continuent à ne pas voir. Enfin, nous avons créé un groupe WhatsApp, tous contre Covid, où il y a des milliers de gens. Et là-dedans, nous sommes en train de nous échanger des informations sur l'évolution de la pandémie dans notre pays, dans le monde, et quelques mesures que nous devons prendre en train de sensibiliser à ce niveau-là. Voilà à quelques niveaux, au niveau de la nouvelle société civile, ce que nous avons pu mener comme action et où nous comptons mener comme action, et cela aussi avec nos maigres moyens. Enfin, le dernier point, la reconstruction après Covid. Sur ce point, je vais vous dire, le gouvernement y a déjà réfléchi. Et nous aussi, au niveau de la société civile, nous sommes en train de mener une autre réaction. Sur ce point, le 18 juin, le président de la République venait de lancer le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID pour 9 mois, et représentant une enveloppe de 2,6 milliards de dollars. Donc, ça, c'est le chef de l'État qui est en train de voir l'après-Covid avec son gouvernement.
Dans le Conseil des ministres également, un plan de relance agricole a été mis en place juste pour faire face à cette nouvelle situation qui secoue. Et ce plan-là est de 3 ans. Il est évalué à la hauteur de 4 millions de dollars américains. Donc, c'est le gouvernement qui se prépare, qui a de mettre ses outils après la période de confinement, cette période de confinement, comment on va vivre. Parce que nous allons apprendre bientôt à vivre avec cette maladie. Mais quelle attitude nous pouvons avoir? Ce sont des mesures qui sont prises au niveau du gouvernement. Au niveau de nous, la plateforme de la nouvelle société civile, nous pensons organiser 3 jours, une matinée de réflexion sur comment on peut gérer l'après-Covid. Mais il y a une période transitoire, quel comportement nous aurons, comment nous allons nous organiser pour sensibiliser la population, rester vigilants, le plaidoyer auprès des autorités pour les mesures d'accompagnement pendant cette période qui sera période charnière. Donc, nous allons revenir à notre plaidoyer pour continuer davantage. Parce qu'il y a des entreprises, par exemple, du secteur privé dans l'enseignement. Ces gens-là ne sont pas payés à ce jour. Mais vous imaginez qu'ils ne sont pas payés et que le gouvernement n'arrive pas à intervenir. Et comment ils vont continuer à travailler? Et nous pensons mener une réflexion, un plaidoyer auprès des autorités pour aussi suivre du côté du secteur privé. Parce qu'ici, au pays, certaines mesures, comme je l'ai dit au départ, là, on a payé l'eau gratuite, l'électricité gratuite pendant une certaine période, mais ils sont revenus à la charge. Mais en attendant, il faut aussi voir comment le gouvernement compte accompagner cette période-là et même la période après. Et ça sera notre plaidoyer que nous ferons dans les jours à venir. Et nous-mêmes, nous allons nous battre pour la sensibilisation des communautés pour rester vigilantes sur l'ensemble du pays. Voilà d'une façon ramassée, succincte, détendue, l'économie de ma petite intervention, et je reste ouvert pour vos contributions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonas, et n'hésitez pas à intervenir sur un point ou l'autre si jamais vous sentez de compléter Jean-Marie sur d'autres points. Donc, la prochaine question que j'avais pour vous se focalise plutôt sur la situation en République démocratique du Congo vis-à-vis du changement climatique. Donc, peut-être ma première question pour vous, Jean-Marie, c'est quels sont les impacts de ces changements climatiques et quelles sont les mesures d'adaptation qui sont mises en place et quelle est la résilience actuelle du pays? Oui, merci Rebecca. Vous permettez que je m'excuse, je ne mets pas la vidéo parce que ça risque de perturber la connexion. Je voudrais juste placer un petit mot en ce qui concerne le contexte. Je vais essayer de rappeler deux petites choses. Évidemment, Jonas les a survolées rapidement. Il est important que nous sachions que la RDC, aujourd'hui, sur le plan sanitaire, fait face à 4 maladies sous surveillance épidémiologique. 4. Il y a la rougeole, il y a le choléra, il y a l'Ebola et le Covid-19. La rougeole aujourd'hui a atteint pratiquement 23 provinces sur 26. Le choléra est dans 5 provinces sur 26. Et Ebola dans 4 provinces. Et Covid, comme nous avons suivi Jonas, aujourd'hui, c'est dans 12 provinces sur 26. Et aussi sur le plan des ressources naturelles, il y a lieu de rappeler que par rapport au Covid-19, il y a eu un mouvement de grève enregistré dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba par les travailleurs du secteur minier qui réclament la fin du confinement parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, ils sont en train de vivre dans des conditions exécrables et ils ont des problèmes d'hébergement et il faudrait à tout prix que le confinement soit levé afin qu'eux puissent continuer à travailler dans toute la quiétude, évidemment tout en respectant les mesures sanitaires qui sont préconisées. Et dans les secteurs d'exploitation de bois d'œuvre, malgré cette période de confinement, on a enregistré à Kinshasa l'arrivée des radeaux, des grumes, notamment au port de Kinkole et dans les îles qui sont en face de Kinshasa, des radeaux qui résultent de l'exploitation forestière artisanale illégale. Nous avions pensé que pendant cette période, ça serait réduit, mais malheureusement, on est en train d'enregistrer des flux de bois qui arrivent par flottement
mais qui aujourd'hui interpelle tout le monde. Et on est aussi content de signaler qu'en cette période de confinement, la société civile, nous avions commencé à dénoncer depuis l'année passée et les années passées les attributions ou les violations du moratoire par les attributions des concessions après la fin du processus de conversion des titres. Et nous, on peut se dire qu'aujourd'hui, le plaidoyer de la société civile commence à aboutir parce que le Premier ministre vient de recueillir les services de l'inspection des finances pour diligenter les contrôles, des contrôles sur la légalité des allocations et des cessions des concessions forestières intervenues après le 31 juillet 2014, date à laquelle on avait clôturé le processus de conversion des titres. Voilà un peu ce qui nous intéresse par rapport au contexte, le complément que j'ai voulu faire par rapport au contexte en ce moment, qui caractérise notre temps, et ce sont les événements que nous avons connus ici au mois d'avril, mai, juin, pendant que nous on est sous confinement. Okay, et maintenant, s'il faut revenir sur la question de l'impact sur le changement climatique. Et effectivement, la majorité, et je voudrais d'abord rappeler qu'ici, la majorité de Congolais sont de ruraux et la plupart vivent de l'agriculture de subsistance. Et vous l'avez dans le moteur de déforestation, on accuse cette agriculture sur brûlis comme étant l'un des facteurs importants de déforestation. Mais cette agriculture, ça reste relatif parce qu'il y a encore des choses à discuter là-dessus. Cette agriculture sur brûlis se pratique sur de petites exploitations, mais reste largement tributaire du climat. Parce que dans la majeure partie des provinces de l'Équateur, comme au central, la majeure partie du pays, c'est l'agriculture pluviale. Et aujourd'hui, la multiplication des événements climatiques extrêmes tels que la sécheresse qu'on enregistre par-ci par-là, les inondations qu'on a eu à faire écho il n'y a pas longtemps, les températures élevées que nous connaissons actuellement, entraînent des perturbations dans les calendriers agricoles qui sont totalement perturbés. Et l'augmentation des températures qu'on est en train d'enregistrer entraîne des pertes de rendement. Et dès que les rendements agricoles, les rendements ne sont plus au point, et cela entraîne l'insécurité, contribue à augmenter l'insécurité alimentaire dans nos ménages et dans la plupart de nos foyers. Les paysans, quant à aujourd'hui, s'il faut parler un peu de quelles sont leurs perceptions, comment les paysans s'adaptent, selon les témoignages que nous avons reçus de nos collègues en province, les paysans fondent leur perception de la variabilité climatique sur des événements vécus. Aujourd'hui, en RDC, la culture sur la pluviométrie, suivre les événements à travers les sites météo n'est pas tellement intéressant, n'est pas tellement développé, et c'est sur base des événements vécus. Et parmi ces événements, il y a des coins qui enregistrent l'abondance de pluie. Il y a des coins, par contre, qui observent que les pluies sont devenues de plus en plus rares. Et c'est la sécheresse qui avance. Aujourd'hui, on est en pleine saison sèche, mais on a l'impression que ça a commencé depuis janvier ou février. Et les inondations qu'on a connues, et ce sont ces éléments-là, aujourd'hui, qui aident les communautés à percevoir que réellement, les choses sont en train de changer. Mais quant aux stratégies utilisées d'adaptation, elles sont diversifiées. Et comme on n'est pas aidé par la météo et qu'on se base sur des événements vécus, souvent ce sont les pratiques, les moyens très simples et à la portée. Aujourd'hui, les gens adoptent par exemple les semis précoces. Et il y a ceux qui disent non, il faut leur retarder les semis. Et d'autres, ceux qui adoptent les semis précoces, disent bon, il faut associer, il faut procéder à l'association des cultures. Donc voilà comment les paysans sont en train de tâtonner. Et vous remarquez qu'avec cette perception et ces moyens, on reste, les communautés, la majorité des paysans restent vulnérables. Donc aujourd'hui, l'adaptation se fait de manière aléatoire et hasardeuse. Voilà un peu ce que je puis dire à ce moment en ce qui concerne le changement climatique tel que vécu par la population, mais en nous focalisant
sur les paysans qui aujourd'hui nourrissent pratiquement les ménages de la RDC. Merci, c'était très clair. J'avais encore une question complémentaire, mais vous y avez déjà partiellement répondu. Je me demandais si la pandémie avait eu des impacts sur les politiques climatiques ou environnementales ou les mesures de protection de l'environnement qui sont en place. Donc, vous m'avez parlé de ces radeaux justement qui étaient issus de l'exploitation illégale et donc on se demandait un peu comment ça se fait qu'ils arrivaient là en pleine pandémie. C'est un phénomène qui se remarque en fait un peu partout dans le monde à différentes échelles. Mais on a eu un webinaire il y a 2 semaines, il y a 3 semaines déjà, avec un partenaire du Pérou qui nous expliquait également que la déforestation avait fortement augmenté pendant la pandémie. On constate aux États-Unis, par exemple, que beaucoup de lobbies sont très, très, très puissants et très, très importants pendant la pandémie pour essayer de réduire au maximum les normes de protection de l'environnement. Donc, on a l'impression que c'est un phénomène, même s'il est différent, qui est assez commun à différentes régions du monde. Donc, je voulais savoir si vous aviez une expérience ou un avis là-dessus à l'heure actuelle. Oui, c'est comme j'ai dit, on pensait qu'avec ce condommage, ça allait réduire la fréquence des coupes de bois et malheureusement, le confinement s'observe plus dans les villes. En milieu rural, les gens sont en train de continuer les activités et les exploitants illégaux, comme il n'y a plus présence d'agents sur le terrain pour les contrôles, c'est le moment favorable pour eux d'intensifier les coupes illégales. Oh, bon, on continue. Mais de toute façon, il y a encore à réfléchir par rapport, si nous restons sur les aspects politiques et climatiques et politiques environnementales, en tout cas, il nous faut arriver à des études pour voir quels seraient les impacts de la pandémie sur ces politiques-là. Vraiment, à ce moment, avoir les faits, on dit que oui, il y a un impact, mais pour qu'on puisse mesurer cela, il faudrait que nous puissions arriver à mener les études. Mais toutefois, il y a lieu d'établir aussi un lien entre Covid et la nature. Covid-19 aujourd'hui, vous savez, pour la plupart des maladies sous surveillance épidémiologique aujourd'hui, la plupart de ces maladies infectieuses sont des zoonoses. Mm-hmm. Donc, ce sont des maladies qui sont transmises par des animaux, voilà, n'est-ce pas, qui sont transmises par des animaux aux hommes. Et nous, Ebola, on nous a dit que dès qu'Ebola est arrivé, on dit non, écoutez, ne mangez plus le gibier, ne mangez plus de chiens, des singes. Et c'est resté comme ça. Donc, suite au contact trop proche ou trop étroit entre la faune sauvage et les établissements humains. Il y a la grippe aviaire qui est liée à l'élevage intensif de volailles. Et Covid, il faut encore que les choses soient clarifiées, mais on a eu des rumeurs pour dire que non, à la base, c'était le pangolin qui serait à la base. Mm-hmm. Donc voilà un peu le lien qui peut être établi entre Covid et la nature. Et du coup, dans la mesure où la déforestation et les différents changements d'affectation des terres sont cités comme ou parmi les facteurs émergents des zoonoses, donc nous dirions que alors, la pandémie Covid-19 aujourd'hui et d'autres serait un catalyseur de politiques environnementales qui doivent viser à renforcer l'intégrité des écosystèmes. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des réflexions en analysant, en suivant les situations, on trouve que oui, on peut quand même arriver à établir un certain impact entre la pandémie Covid-19 et d'autres maladies infectieuses et l'environnement, et cela nécessite qu'on renforce les politiques pour essayer de voir comment améliorer l'intégrité des écosystèmes qui nous entourent et dans lesquels nous vivons. Mm-hmm. Tout à fait, oui. Vous faites parfaitement le lien avec ce que j'allais vous demander par la suite. C'est vrai que ma question allait justement être quel lien entre cette crise sanitaire et la crise climatique et environnementale, et vous avez parfaitement répondu. C'est vrai que l'impact de l'homme et la relation de l'homme avec la nature est clairement problématique et on peut clairement voir le lien direct avec le phénomène des zoonoses. Donc selon vous, est-ce que c'est toujours un moment opportun pour maintenir notre agenda politique et pour protéger la nature actuellement? Est-ce que ça vous paraît possible dans le contexte actuel de continuer votre plaidoyer ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez un peu mis en pause pour l'instant? Oui, Rebecca, vous remarquerez que ce soit la crise sanitaire du Covid ou la crise climatique, toutes les deux ont des conséquences sur la santé humaine. Mm-hmm. Et a des effets sur nos modes de subsistance, avec notamment la perte de la productivité agricole dans nos milieux. La hausse de température aujourd'hui que nous sommes en train d'observer, qui est due aux effets des changements climatiques, favorise la prolifération des moustiques, par exemple.
Et avec les moustiques, on est en train d'observer l'augmentation des risques des personnes qui sont exposées à des maladies comme le paludisme, comme la dengue et d'autres infections qui sont transmises par les insectes. Nous, on a eu même à un moment donné ici, l'année passée, un truc qu'on appelait, je ne sais pas si je ne sais pas me dire, sur Coroma ou sur un truc là, le nom m'échappe un peu, mais c'était toujours dû aux piqûres des insectes. Donc la crise climatique et la crise sanitaire de Covid-19 en cours sont en train de menacer la santé et la sécurité, notre sécurité, la sécurité de nos communautés, la sécurité du monde entier. Donc il est important de voir dans cette relation entre Covid et la nature, comment, tout en pensant à renforcer l'intégrité des écosystèmes, mais aussi on est en train de voir comment on est limité, comment les systèmes de santé sont limités. Si bien que nous, on soit protégés ici en Afrique ou en RDC, parce qu'on a senti dès le départ que c'était des frottements. Le premier malade enregistré, on l'a mené en Dili dans un centre de santé, mais il y a eu des bandades. Et pour se demander où est-ce qu'on allait mettre tous ces gens-là, et on se rend compte aujourd'hui dans le Sud Kivu, 25% de personnes décédées sont comptées parmi les personnels de santé. Et même le docteur Mukwege aurait dû démissionner de ce comité provincial parce qu'il sentait que les personnes n'étaient pas suffisamment protégées. Donc, de ce fait, il faut qu'on arrive à tirer des leçons tout en cherchant à renforcer les écosystèmes, mais il faut qu'on pense aussi à avoir des systèmes de santé qui soient équitables et qui puissent bénéficier des ressources suffisantes et d'un personnel de santé qui soit solide et surtout soutenu. Parce que là, vraiment, chez nous, le problème, ils ne sont pas soutenus. Et ça, on peut faire face à ça, mais malgré qu'aujourd'hui, là, on se rend compte que vraiment, nos systèmes de santé sont mis à rude épreuve. Hein. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Tout en pensant en renforçant l'intégrité des écosystèmes, il faut aussi voir comment renforcer les systèmes de santé. Alors, par rapport à ces deux aspects-là, par rapport à ces deux aspects de renforcement de l'intégrité des écosystèmes et de renforcement de nos systèmes de santé, vraiment, vous sentez qu'il est important, nécessaire de maintenir l'agenda politique sur la justice climatique. Et cela en renforçant. Il faut qu'on arrive à renforcer des coalitions citoyennes à travers tous les pays, à travers toutes les provinces, et aller jusqu'au niveau local. Impliquer toutes les associations, les ONG. Comme ça, on arriverait à interpeller davantage nos États sur l'interaction qui doit exister et qui doit permettre à ce que nous puissions avoir des politiques claires quant à ces deux aspects, n'est-ce pas? Et qui permettent à ce qu'on puisse avoir des articulations claires entre le social et l'environnement. Et ça, ce qui permettrait par la suite, par des actions qui seront déployées, à augmenter la résilience des populations et leur capacité d'adaptation, à la fois à ces différentes pandémies et au changement climatique. Tout à fait. Et lorsque Jonas a parlé, il a dit la campagne Godoua, parce que nous, on est face à une culture, à un comportement très difficile aujourd'hui. Donc, il y a lieu à ce que nous puissions aussi maintenir, travailler pour un changement radical des comportements, pour que nous arrivions à nous protéger sérieusement et à protéger notre entourage par rapport aux méfaits et aux conséquences néfastes et de la pandémie et du changement climatique. Et du et du système de santé qui est complètement précaire à l'heure actuelle, si je comprends bien. Voilà. Et est-ce que vous voyez dans cette crise actuelle une opportunité de changement ou est-ce que ça ne vous paraît pas du tout quelque chose d'opportun à l'heure actuelle? Je vous demande ça parce que chez nous, en Belgique, il y a beaucoup de mouvements de la société civile qui demandent à de ne pas avoir un retour comme le monde était avant. Donc, on ne dit pas de retour à la normale, mais la normale avec L', en disant en fait, le système était déréglé, on allait vers une mondialisation effrénée, on creusait les inégalités sociales, on aggrave le changement climatique. Donc, il y a vraiment une prise de conscience que le système arrive un peu au bout de quelque chose et que cette crise pourrait être un moyen de balayer ce système et de reconstruire différemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression qui mûrit aussi au Congo ou est-ce que ce n'est pas le moment et ce n'est pas du tout dans le contexte actuel? C'est le moment, c'est une opportunité. C'est comme je vais le dire, on se rend compte aujourd'hui que personne ne s'attendait
est-ce qu'on serait... Bon, les effets des changements climatiques, on ne tient vraiment compte, et puis ça arrive lentement. Bon, on laisse les lieux, on dit de politique atténuation, de politique d'adaptation, mais malheureusement, qu'il reste au niveau des déclarations politiques. Et même quand on élabore les différentes communications sur les changements climatiques, ce n'est pas de manière concertée, ce n'est pas de manière participative. Mais aujourd'hui, il est grand temps, c'est une opportunité. Nous avons senti que tout est limité et on ne doit plus continuer comme avant. Il faut qu'on voie comment envisager un autre mode, avec de modes de vie, et avec une autre façon de faire qui soit, comme nous avons dit, nous avons insisté sur que nous puissions avoir des systèmes qui soient équitables, n'est-ce pas? Et qui permettent à tout le monde de développer sa résilience et de développer sa capacité de s'adapter. Et quelles seraient vos demandes spécifiques par rapport au climat et à l'environnement, pour en citer simplement quelques-unes qui sont un peu le cœur de votre plaidoyer? Nous avions dit qu'il faut voir comment on peut arriver à créer cette interaction-là entre climat et environnement. Et cette interaction devra en principe... Aujourd'hui, on se rend compte que la santé et la sécurité devra occuper une place de choix dans l'élaboration de politiques relatives au climat ou à tous les autres aspects qui nous entourent. Parce que c'est là que ça, comme nous l'avons dit, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit la crise climatique, tout ça menace la santé et la sécurité. Et il faut qu'on arrive à avoir des mécanismes qui permettent à ce qu'on soit clair que la santé soit une préoccupation pour tous. Et cette santé, pour qu'on y arrive à préserver la santé, et nous avons pensé qu'il est important en ce moment que des actions claires et pratiques soient mises en œuvre. Parmi les actions, nous pensons peut-être qu'il faut arriver même à une vaste campagne permanente de sensibilisation qui permette de fournir des informations et de fournir des informations, des informations et de les diffuser, notamment sur les menaces que la crise sanitaire du Covid-19 actuelle et la crise climatique font peser sur notre santé et sur notre sécurité. Et aussi que nous commencions les réflexions sur les possibilités de promouvoir la santé tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, notamment des émissions de dioxyde de carbone. Et aussi travailler à l'amélioration de la qualité des facteurs de l'environnement, dont la dégradation est évidente aujourd'hui dans le milieu de vie et qui ont des corrélations avec la santé, avec notre santé. Là, je pense à l'approvisionnement en eau, à l'évacuation des eaux, des ordures, des déchets humains, n'est-ce pas, qui restent encore des problèmes entiers dans nos communautés, dans nos zones urbaines comme rurales et dans nos pays. Ok, c'est clair. Donc vraiment bien intégrer les deux enjeux. Tout le monde. Comment on peut renforcer les capacités à surveiller, à anticiper, à gérer les risques sanitaires qui soient associés, que ce soit à la pandémie ou au changement climatique, ou même à la dégradation de l'environnement de manière globale. Parce que ce sont encore des aspects qui restent trop superficiels, alors que ce sont des choses qui doivent être vécues à tous les niveaux de la vie. Ok. Et une question peut-être pour tous les deux. Comment vous voyez le rôle de l'État dans cette transition et dans ce changement, et justement dans la mise en place de politiques qui intègrent l'aspect environnemental et climatique, mais qui font aussi bien le lien avec les autres préoccupations qui sont donc la santé et les systèmes plus égalitaires, comme vous venez de le dire. Quelle est la place de l'État? Est-ce qu'il y a une confiance dans l'État? Est-ce que vous avez plutôt une méfiance? Donc, vous verrez plutôt ça comme un pouvoir décentralisé. Quelle est votre perception? Là, c'est une question pour tous les deux. Bon, oui, aujourd'hui... Ok, Jonas, vas-y. Vas-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Jonas va compléter. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, quand on se réfère au coronavirus, tout ce que nous connaissons, oui, malgré les difficultés de gestion, mais on maintient quand même le cap. Il y a des mesures, Jonas nous a fait la lecture de toutes les mesures qui sont évoquées, mais
Voilà, ce sont des mesures qui sont prises, mais pas de façon concertée. Et c'est prise au niveau national, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette optique de décentralisation. Il faudrait qu'on voie aussi quels sont les efforts qui sont déployés au niveau de province, quels sont les efforts qui sont déployés au niveau local, mais malheureusement, qui restent déconnectés. C'est comme ça que nous pensons qu'aujourd'hui, le rôle de notre gouvernement, c'est de comprendre que la santé publique, aujourd'hui, doit être un choix prioritaire. Et les mesures de soutien financier et social qui sont prises pour relancer l'économie nationale devraient, à notre sens, prendre en compte la mise en œuvre d'un certain nombre d'instruments qui doivent permettre de promouvoir la santé, de promouvoir l'équité et la protection de l'environnement. Et aussi, ne pas laisser pour compte les populations, nous avons dit, en tout cas la majorité vit de l'agriculture familiale. Alors il faut que nous ayons des mesures qui permettent de restaurer la capacité de production agro-pastorale des exploitations familiales qui sont aujourd'hui très affectées, et par les effets des changements climatiques et par les effets des différentes pandémies que connaît le pays. Voilà, brossé de façon succincte, je pense que Jonas peut compléter. Oui, peut-être un petit mot. Je pense qu'avec cette crise qui s'est déclarée actuellement, Covid-19, cette crise a mis en nu les faiblesses de notre système sanitaire, même notre système de protection de l'environnement. C'est une opportunité pour nous de renforcer. C'est une renforcer. Et ici, il n'y a que l'État qui a un rôle très important à jouer pour quand même que le système devienne normal et soit renforcé. Parce que maintenant, nous avons découvert qu'il était faible. C'est une opportunité pour nous par moment. C'est quelque chose de mal, mais qui met à nu nos défaillances et qui peut nous permettre de protéger l'environnement. Et c'est pourquoi le plaidoyer au niveau des acteurs, de la société civile, des partenaires, ne devrait même pas baisser. Jean-Marie venait de vous le dire tout à l'heure là. Vous savez que c'est en ce moment ici, dans nos villes, nous qui sommes en confinement en ville, mais dans nos villages, le bois est coupé et le bois de chauffage est coupé. Mais parce qu'il n'y a pas de gens qui suivent la question de la décentralisation. Tout le monde, je crois que cette maladie a mis même les autorités en ébranle, au point qu'ils ont même paniqué jusqu'à perdre même le compteur de suivre ce qui se passe. Maintenant, il y a l'exploitation illégale, donc ça vaut la peine que l'autorité puisse décentraliser et que les choses soient suivies de près. Il y a des provinces qui ne sont pas touchées, mais c'est une opportunité aussi pour eux pour poser des actes illégaux qui ne peuvent pas faire avancer les choses. Donc, comme l'a dit Jean-Marie, le rôle de l'État doit être clairement bien mis au clair, ainsi que le rôle aussi de la communauté, finalement, qu'on ne peut pas oublier dans cette démarche de l'organisation du système sanitaire, l'organisation de la protection de l'environnement, qu'on ne peut pas oublier, parce que nous dépendons de l'environnement nous-mêmes. C'est notre maison, il faut le protéger. Donc, comment le protéger si on l'a oublié et que les gens en profitent pour faire des dégâts? Voilà, autant des problèmes qui sont dans l'environnement. C'est notre maison mère, mais qui est oubliée par moment. Et c'est de là que nous tirons même les ressources, mais en même temps, les énergies nécessaires pour. Voilà pourquoi l'État a un rôle très capital dans cette démarche de la protection de l'environnement et de l'alimentation du système sanitaire. Ok, merci, très clair. Une dernière question et puis on va passer peut-être au moment d'échange avec les participants. Je n'ai pas encore vu de questions posées, donc n'hésitez pas. Même juste prendre la parole si vous avez des éléments de contexte à rajouter, une remarque, une réflexion. On a un temps prévu pour cela. Donc, ma dernière question pour vous deux, a priori aussi, si vous avez envie d'y répondre, c'est quel est le rôle, selon vous, de la solidarité internationale, notamment au niveau de la société civile internationale? Quel serait ce rôle dans cette crise, mais aussi peut-être dans les crises futures? Comment voyez-vous l'organisation de différentes ONG un peu partout dans le monde, notamment notre rapport CNCD, RRN et NSCC? Quelle est votre réflexion par rapport à ça? Oui, je pense. Oui, Jonas.
Voilà, Jean-Marie, allez-y. OK. Juste de petites idées à discuter. Nous pensons que nous attendons beaucoup de la solidarité internationale dans tout ce que nous avons dit. Et nous estimons que la solidarité internationale pourra aider à appuyer l'État congolais et la société civile dans la réflexion pour la mise en œuvre d'un programme de travail sur le changement climatique et la santé. Vraiment, il faut qu'on y réfléchisse déjà pour qu'on fasse les choses pas comme avant, mais qu'on prépare à un autre monde. Et aussi, voir comment on peut appuyer aussi la RDC, là, les institutions, les différentes institutions qui sont concernées par la santé publique, à renforcer leur capacité afin d'arriver à atténuer la vulnérabilité sanitaire vis-à-vis de deux crises majeures aujourd'hui dont on parlait, la crise sanitaire Covid-19 et la crise climatique. Vraiment, on n'a pas assez de... les capacités des communautés ne sont pas trop renforcées pour que nous avions à atténuer cette vulnérabilité sanitaire. Et ensuite, ça c'est une demande par rapport à ce qui nous concerne, nos sociétés civiles. Nous attendons cette solidarité internationale, l'accompagnement des appuis dans la mise en œuvre des actions de mobilisation en faveur de la justice climatique et la citoyenneté environnementale à travers le pays. Pas de mouvement qui se mène seulement au niveau des villes, mais qui soit déployé jusque dans les entités territoriales décentralisées où se commettent tout ce que nous sommes en train de décrire, tous ces dégâts que nous observons contre l'environnement sont en train de se passer. Voilà, de manière globale, trois demandes que nous, à ce stade, on pourrait formuler à l'intention de la solidarité internationale, mais qui sont encore, qui soient des matières à réfléchir, qui nous permettent de développer des actions assez conséquentes. Ok, merci. Oui, Jonas. Oui, je crois que vous avez tout dit. Et je pense que nous attendons de la solidarité internationale un accompagnement dans la réflexion, parce que là, nous sommes en face d'une donne qu'on n'avait pas. Comment nous devions nous comporter face à cette question de changement climatique et la santé dans les jours à venir, pour que finalement, si jamais il y a une autre pandémie qui se déclare et que nous ne souhaitons même pas, quel comportement nous devions avoir. Donc, une réflexion, parce que c'est une nouvelle donne qui nous arrive, qui nous impose cette situation, comment nous ferons pour que finalement nous puissions faire. Donc, cette réflexion-là, la solidarité internationale peut y contribuer, d'autant plus que c'est une pandémie qui nous concerne. Donc, la réflexion partagée dans ce sens peut nous aider à bien élucider cette question de gestion du changement climatique et aussi de la santé dans les jours à venir. Quel comportement devrions-nous avoir les uns et les autres? C'est une réflexion qu'il faut mener et c'est une parenthèse qui reste ouverte. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de réflexions qu'on a en commun. Et d'où venait un peu ma question de me dire, il y a beaucoup de ponts qu'on peut faire, à mon avis, entre vos combats, les nôtres, ceux du Pérou, d'Haïti. Donc, c'est intéressant aussi parfois mettre les choses en commun pour se renforcer mutuellement, comme vous l'avez dit, et s'appuyer les uns les autres. Donc, merci pour cette réponse. Je propose maintenant de collecter les questions qui ont été posées dans le chat. J'en vois une première de... Pardon, je reprends dans l'ordre, de Patrick. Alors, est-ce que Patrick peut allumer sa caméra et poser sa question? C'est donc une question sur le cadre de la solidarité internationale, justement. Est-ce que Patrick est là? Oui, Patrick? Je vois que votre micro est allumé. On ne vous entend pas. Alors, je vais peut-être lire la question et n'hésitez pas à intervenir par la suite. Donc, la question pour les intervenants. Dans le cadre de cette solidarité internationale, qu'est-ce qui est le plus important? L'initiative privée ou le soutien ou la pression politique? C'est comme nous avions
d'ICO, en ce stade, les actions par rapport à la solidarité internationale, si nous restons dans le cadre de l'accompagnement en ce qui concerne la justice climatique, ce sont des actions de pression qu'il faut exercer, des pressions politiques importantes pour qu'on arrive à des politiques qui soient claires. Et quant aux autres aspects de solidarité, nous avons dit par rapport à la société civile, c'est un renforcement du soutien aux actions que nous devons aussi mener ici sur le pays, sur place. Et les initiatives privées, oui, parce que dans, je ne sais pas si c'est la perception que j'ai des initiatives privées, parce qu'aujourd'hui, il y a des engagements qui sont pris par les secteurs privés, notamment l'engagement de forestation zéro, par exemple. Ça, c'est les secteurs privés. Il faut aussi qu'on voie comment accompagner et même surveiller les engagements que le secteur privé a pris pour maintenir, pour le respect des engagements qui sont pris afin de maintenir notamment la déforestation zéro. Donc, pour moi, les trois aspects sont importants et tout dépend avec quel acteur, pour quelle action on est en train de mener. Ok, merci. Jean-Marie, est-ce que vous voulez compléter? Non, je crois que Jean-Marie a tout dit. Hein. Je crois qu'il ne faut pas négliger les deux aspects, privé et pression. Ok, merci. Voilà. Alors, j'ai une question suivante de Elsa Demoulin. Est-ce que vous souhaitez la poser vous-même? Sinon, je peux la lire. Bonjour. Bonjour. Ouais, je peux la lire. Donc, comme j'ai déjà... Bon, pour me présenter rapidement, je suis Elsa de l'ONG Miel Maya Honing. Et on a des projets d'apiculture au nord et au sud Kivu. Donc, je me suis déjà rendue sur place et je me demandais si les mesures de sécurité mises en place pour Ebola, donc surtout les barrières à la sortie des villes, où il y a un contrôle de la température, voilà. Est-ce que ces mesures de sécurité pour Ebola sont valables pour le Covid ou est-ce que l'État a encore rajouté d'autres dispositifs de mesures au niveau de ces barrières? Oui, je crois que ces mesures, par contre, ont été même renforcées. Vous vous souviendrez qu'à un moment donné, on a failli croire que l'Ebola c'est fini et du coup, ça s'est déclaré. Et au même moment, c'est mêlé Covid-19. Donc, ces mesures non seulement sont maintenues, mais sont renforcées pour qu'on n'arrive pas à avoir de dégâts tels qu'on les a vécu au début de cette maladie dans cette partie de la République, avec plus de 2000 morts. C'est énorme. Donc, ces mesures sont maintenues et même renforcées. Ok, merci. Merci pour la question. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a encore une question. A priori, j'ai lu ce qui était marqué dans le chat. Ah, non, Patrick, j'ai pris votre question aussi, donc je pense que j'ai tout pris. J'ai encore une question, si ça ne vous dérange pas. Oui, je vous en prie, allez-y. Concernant l'économie informelle qui a été très, très touchée, bon, j'ai entendu qu'on a interdit les marchés, donc tous les marchés informels, qu'il y a des amendes qui ont été mises en place, même parfois des violences au niveau de ces marchés informels. Est-ce que dans l'après-Covid, est-ce que ces gens vont être soutenus? Est-ce que vous savez s'il y a des mesures de l'État qui prévoient de soutenir cette économie informelle qui est difficile déjà à mesurer? Oui, mais c'est juste ça, peut-être que Jean-Marie ne comprend pas. Je pense qu'ici, déjà à ce niveau, l'État congolais a mis par terre une partie de cette économie informelle. Mais c'est juste notre plaidoyer. Tout à l'heure, quand j'exposais, je disais que nous pensons mener une réflexion. Comment alors soutenir les privés? Mais comment soutenir avec une économie aussi si fragile? C'est une réflexion, mais c'est un plaidoyer qui doit être mené au niveau des autorités, parce que ces gens-là sont dans l'informel, mais ce secteur informel, comme on appelle l'économie souterraine, est plus
enrichis par les choses que nous pouvons maîtriser. Mais comment les soutenir? C'est une autre opportunité pour l'État de les soutirer de l'informel vers le secteur formel. Et c'est de cette manière-là qu'il peut les soutenir parce qu'eux aussi contribuent au revenu national d'une autre manière. Mais avec ce qui nous arrive là, je pense que c'est pour l'État une bonne opportunité de soutirer de ce secteur-là pour les amener sur le secteur formel. Ils peuvent être contrôlés et soutenus. Merci. Ok, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions jusqu'ici. Si personne n'a d'autres remarques, je propose qu'on clôture tout doucement. Je tiens encore une fois à remercier nos deux intervenants pour leurs super riches interventions. C'était vraiment super intéressant et je pense qu'on a vraiment pu dresser un cadre très clair et vraiment se plonger dans le contexte grâce à vos interventions qui étaient très complémentaires en plus. Donc, merci pour ça à tous les deux. Comme je l'ai dit en début d'événement, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Donc, je le transférerai. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous pouvez trouver mon adresse sur le site du CNCD 1111 et je peux vous l'envoyer par mail également. Jonas nous a envoyé une petite présentation résumée de son intervention que je peux également transmettre et que je mettrai sur l'événement Facebook. Voilà, comme ça, vous aurez encore l'occasion de repasser le contenu très riche, comme je le disais, qu'on a pu aborder aujourd'hui. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier encore une fois et vous dire à bientôt. J'espère du coup qu'on pourra continuer notre travail ensemble sur ces différentes thématiques communes. Je remercie aussi les participants pour leurs questions et pour leur présence et leur écoute. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Je vous transmets aussi les petites notes. Parfait, merci. Comme ça, j'aurai les deux. C'est génial. Super. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.